J'appelle Sabine Goussoub, Beyrouth-sur-Seine, Brigitte Giraud, Vivre vite, Sarah Jolien-Fardel, sa préférée, et Mackenzie Orsel, haïtien, une somme humaine. Et j'appelle Adèle, du lycée Paul Robert d'Elilia, pour lire Beyrouth-sur-Seine. 1 minute la lecture. Alone Together, Paris, 2020-2021. Chaque matin, je m'assieds à ma table de travail, face à mon écran, et j'écris sur mes parents et ma famille. Je reste de longues heures avec eux. Moi qui, depuis des années, fuyais éperdument les réunions familiales, je ne fais plus que passer du temps avec eux tous. Alone Together. Il est vrai que je choisis de qui je veux parler et comment. Je supprime des membres de la famille, je change le sexe d'un protagoniste, j'invente et je modifie ce que je veux dans leur vie. Je trouve du réconfort dans cette famille imaginaire. Est-ce qu'écrire m'apaise? Ou de nous retrouver enfin rassemblés sans que quiconque ne se dispute? Sans parler politique, sans les luttes d'ego, sans les cris de mes oncles, de mon père, de ma mère et ses cousins, de Yala qui m'ont bercé enfant et adolescent. D'ailleurs, d'où vient ce cri qu'ils ont en commun et qu'ils m'ont transmis? Ce cri qui sort du fond des entrailles, ce rugissement animal. De la guerre? Je l'ai toujours pensé, et c'était une belle excuse avant de rencontrer d'autres familles qui ont vécu cette même guerre, mais ne crient jamais. Qui parlent, seulement parlent. Avant de découvrir cette autre manière surprenante de s'exprimer, je croyais que la vie n'était faite que de cris. Il me semblait normal de hurler sur tout ce qui bouge. Aujourd'hui, au seul retentissement d'un cri, je me recroqueville comme un enfant. Je fus cette personne qui s'exprime ainsi. Je suis capable de ne plus jamais la revoir. Et s'il m'arrive encore de rugir ainsi, je me tais 1 semaine durant, comme pour faire le deuil de cet animal en moi. Je ne dis pas un mot, j'écris. Merci beaucoup. Beyrouth-sur-Seine. Bonjour Sabine. Vous pouvez prendre un micro qui est sur la table. Merci beaucoup. Roman sur les origines, mais différemment, revisité. Et on commence tout de suite avec le lycée de Dreux, le Rotrou. Et je crois que c'est Thomas. Il est debout et tout, c'est magnifique. Et là, il y a Emma et Sarah qui se précipitent. C'est merveilleux. Thomas, on vous écoute. Est-ce que vous pouvez préciser la question? Allez-y. Mais je vous demanderai de préciser un petit peu plus. Mais elle est très belle. Laquelle? La première. Le roman est-elle forcément un roman des origines? Bonjour Sabine. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est très beau, mais je ne sais pas si je l'ai compris pareil. Le roman est-il toujours un roman des origines? C'est ça? Oui. Est-ce que le roman peut définir ou parle de vos origines? Déjà, merci Abdel pour la lecture. C'était très touchant. Merci beaucoup. Thomas, ouais, c'est sur les origines. En fait, c'est sur l'histoire de mes parents qui sont libanais, qui sont nés au Liban et qui sont venus vivre en France qui sont venus en France en 1975 et qui sont finalement restés ici parce qu'il y a une guerre au Liban qui a éclaté pendant 15 ans. Donc en fait, en retournant sur l'histoire de mes parents, forcément, je retournais sur l'histoire de mes origines libanaises et de ces années-là, etc. Donc c'est autant un roman sur mes parents, sur ma famille, que sur leurs origines à eux, dans le sens où je termine le livre en disant que finalement mon pays, je le vois à travers les yeux de mes parents. Donc ce Liban-là, qui est leur pays, je le vois à travers leurs yeux. Donc c'est un peu comme si c'était synonyme. En tout cas que mes origines, c'est comme c'est mes parents tout simplement. Parce que moi j'avais compris la question autrement, c'est-à-dire que là évidemment c'est un roman sur les origines, mais est-ce que tout roman est forcément un roman sur les origines? Mais plus ou moins caché, déguisé. Non, je dirais que non, quand même. Non, sur tout ce qu'il y a comme roman, je ne crois pas qu'il y ait... Non, on peut écrire sur autre chose que sur les origines, ou même caché. On peut s'en échapper, quoi. J'espère. J'espère qu'on peut s'en échapper. En tout cas, moi, je vais essayer de m'en échapper sur les prochains livres, donc j'espère qu'on peut le faire. Mais peut-être on y revient toujours, ouais. Malgré nous. C'est possible. Non, mais je crois qu'on peut s'échapper à ça, oui, bien sûr. On avait une deuxième question à Dreux. C'est Lana?
Quelle est la nationalité d'un écrivain? Ah non, mais vous commencez tout de suite avec les questions bien symboliques. C'est de la poésie, ça. Bah, c'est écrivain, sa nationalité, je pense. Mais non, mais oui, je crois que c'est écrivain. Enfin, je dis souvent quand on me dit est-ce que t'es libanais, est-ce que t'es français, enfin, quand on essaie de me définir d'une manière ou d'une autre, je leur dis quand je me réveille le matin, je joue ni au libanais ni à rien. En fait, j'écris, je suis écrivain, je me retrouve le matin face à mon ordi, et à ce moment-là, je fais que écrire, rien d'autre. Je suis ni libanais, ni français, ni un homme, ni rien, en fait. Donc je crois que c'est vraiment ça ce qui nous définit tous d'une certaine manière. Je pense qu'on s'oublie, on essaie de s'oublier aussi quand on écrit, et après on est rattrapé par des choses. Mais clairement, j'ose croire qu'un écrivain, quand il est en face de sa table, justement, il n'est plus ce qu'il doit être en société, en tout cas, ou il n'est plus ce qu'il est en société. Par contre, après, on est vite, moi, pour ma part, je suis vite rattrapé par et les origines, et ce que je suis quand j'écris. Et là, le travail, c'est de mettre ça un peu à distance, toujours. J'aimerais qu'on rejoigne Alice à Sèvres, au lycée Jean-Pierre Vernant. Alice Leblond. Êtes-vous retourné au Liban suite à la publication du livre ? Non, toujours pas. Je dois retourner à la fin du mois d'octobre, là, parce qu'il y a un salon du livre qui s'organise. Mais la dernière fois que j'y étais, c'est quand il y a eu une explosion à Beyrouth. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais j'imagine que oui. Et depuis, j'ai du mal à y retourner. Enfin, c'est au-delà du mal à y retourner, c'est que j'ai pas envie d'y retourner pour plein de raisons. Parce que le pays connaît une crise économique sans fin, parce que rien ne change, en fait. Et j'ai du mal à aller voir mes amis et ma famille qui vivent là-bas, je sais pas, j'ai du mal. Et puis comme l'argent maintenant c'est beaucoup dévalué au Liban, moi avec l'argent que j'ai ici, quand je vais là-bas, je vivrai un peu comme un roi, et j'ai du mal à me dire que je vais dépenser de l'argent comme ça et vivre très bien, alors que j'ai la moitié de mes amis et de ma famille qui n'arrivent pas à avoir de l'électricité, payer de l'eau, etc. Donc non, j'ai beaucoup de mal à y aller. Je vais normalement y aller à la fin du mois, et j'appréhende beaucoup ce voyage. On reste à Sèvres, mais avec Djibril, qui a une autre question, et on reviendra à Alice pour la deuxième question d'Alice ensuite. Mais d'abord, Djibril. J'aime bien cette question. Alors, bonjour. Et avez-vous gardé les livres que votre père volait à la librairie ? Je les ai tous retrouvés, je les ai cherchés dans son dépôt, parce qu'en plus il les signait, il disait la date du vol, il écrivait genre je l'ai volé le 1er juillet 1975 et il le signait. Donc ouais, je les ai tous récupérés, ils sont chez moi, et je sais pas trop quoi en faire encore, mais je les garde précieusement, ouais. Et je voudrais qu'on revienne à Alice, toujours à Sèvres, avec une question qui revient pour chaque écrivain, mais c'est la première fois que je la pose, enfin que je la fais poser. C'est une question qui vous passionne. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre ? Si je dois te répondre sur le temps réel, à partir du moment où j'ai commencé à vouloir écrire quelque chose sur mes parents, ça doit faire 6 ou 7 ans. Et ces 6 ou 7 ans, ça a commencé quand j'habitais au Liban et que je cherchais dans mes photos de famille pour un projet sur lequel je travaillais. Et j'ai été tombé sur des photos de mes parents dans les années 1975-1980 à Paris. Et en fait, en découvrant ces photos, j'ai remarqué que je connaissais rien de leur vie à cette époque-là. Moi, je suis né en 88. Et en fait, j'ai découvert la vie de mes parents, enfin tout un monde que je connaissais pas, même un Paris que je connaissais pas. Et à partir de ce moment-là où j'ai découvert ces premières photos de famille à 6-7 ans, en fait, ces photos m'ont accompagné. Et comme je travaille aussi dans la photo, je voulais au début faire un projet photo dessus, mais je savais pas quoi. Et en fait, je les ai gardées chez moi. J'ai commencé à empiler plein de choses chez moi, des photos de famille, des correspondances que mes parents échangeaient avec leur famille quand eux, ils étaient en France et leur famille au Liban. Et ça s'est empilé jusqu'au moment du début de l'écriture de ce livre, quand j'ai commencé à l'écrire il y a à peu près 2 ans. Et donc l'écriture de ce livre a pris à peu près entre 2 ans, à peu près, entre 1 an et 2 ans. Je voudrais poser que Bastien, Saint-Thomas d'Aquin, lycée Saint-Thomas d'Aquin, pose la question, mais je ne sais pas si c'est le même ordre pour vous, mais pour moi c'est la question numéro 2 sur la transmission. Bastien, Saint-Thomas d'Aquin. Comment envisagez-vous la question de la transmission à travers ce roman ? Tu veux dire la transmission que moi j'ai reçue ou la transmission du roman lui-même ?
dans la transmission que vous avez reçue et si vous allez transmettre votre propre histoire à vos enfants ou futurs enfants. Toutes les transmissions. Ensuite, ce sera pas Colbert. Je préviens pour Sarah et Emma, pardon. Alors la question de la transmission sur ce roman par rapport à l'histoire de mes parents et de la guerre du Liban qu'ils ont vécu de loin et celle de leur famille, je te dirais que c'est une transmission forcée dans le sens où ils m'en ont jamais parlé et mes oncles et mes tantes qui ont fait la guerre du Liban non plus m'ont jamais parlé de ce moment-là. Donc en fait il a fallu que moi j'aille vers eux, que je prenne le micro et que j'aille les interroger pour qu'elle se fasse cette transmission. Et je pense qu'il y a eu un moment là où, avec le Covid, j'ai eu cette crainte, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir ressenti, que voilà, mes parents sont un peu âgés, un peu fragiles, donc je me suis dit, ils vont peut-être mourir à ce moment-là, et j'ai senti comme un besoin d'aller à ce moment-là les interroger, en me disant que si je les interrogeais pas maintenant, ben, j'allais jamais rien savoir, en fait, de ce qu'ils avaient vécu et de ce moment-là. Donc sur ce moment-là, c'est vraiment une transmission un peu forcée, dans le sens où vraiment, il fallait y aller pour l'avoir. Après, pour moi et les enfants... non, il y a un truc, je suis assez content de l'avoir fait, parce que j'ai fait aussi une rencontre avec des lycéens de Beyrouth, du Liban. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, avec ce livre, ils ont découvert la guerre du Liban, parce que comme ils sont nés en 2000, évidemment, cette guerre qui s'est passée de 1975 à 1990, souvent, ils en ont presque pas entendu parler. Surtout qu'au Liban, on n'étudie pas cette guerre parce que personne n'en parle. Enfin, voilà, l'histoire du Liban, elle n'a pas encore été écrite. Donc, quand on étudie à l'école, on parle jamais de cette guerre, on sait rien dessus. Donc voilà, il y a une sorte de petite transmission sur une génération d'après. Et moi et mes enfants, je sais pas, ma copine elle est aussi libanaise et on passe notre temps à s'engueuler parce que moi j'ai pas envie qu'ils apprennent l'arabe par exemple et elle veut. Je sais pas, je pense qu'il y a des parents, moi je suis pas encore parent, mais je pense que je ferai comme eux ils veulent en fait. Je vais voilà, si les enfants ils ont envie d'apprendre l'arabe, ben, ils l'apprendront, s'ils veulent pas, ils l'apprendront pas. Je pense que je forcerai rien, c'est peut-être eux qui vont plus m'apprendre des choses sur moi que l'inverse. On part au lycée Colbert rejoindre Sarah avec la première question et je vous le dis tout de suite. Ensuite, on se fait une mitraillette de questions à Aulnay-sous-Bois avec Valentine, Tamara et Luna. Mais on commence par Sarah au lycée Colbert. Bah ouais, réaction immédiate, Sarah. Superbe question. Bonjour. Bonjour. Quel message avez-vous voulu faire passer ? Alors moi, message aucun, vraiment aucun. Quand j'écris, j'essaie surtout pas de faire passer de message. Enfin, j'ai pas de message à faire passer. J'essaie de raconter surtout une histoire en fait. Et à travers cette histoire-là, j'espère qu'il y a de l'amour qui passe, il y a de la colère aussi. Et c'est plutôt des sentiments que je vais vouloir faire passer que des messages. J'espère quand on finit mon livre, on se dit pas ah, il y a ce message, est-ce qu'il faut penser sur la vie ou sur la guerre ou... Je pense rien, je fais que me poser des questions. Je crois que la position des écrivains aussi, beaucoup, c'est poser des questions et avoir très peu de réponses. Donc j'ai beaucoup de mal, moi, avec l'idée de faire passer un message à travers mon livre. J'espère faire passer quelques émotions, le parcours de certains personnages, des sentiments. C'est surtout ça que j'essaie de faire passer dans les livres, en tout cas, enfin dans mes livres. Comme disait Hemingway, si vous voulez faire passer un message, envoyez un télégramme. Exact. On part à Aulnay-sous-Bois, rejoindre Valentine. Et ensuite, il y aura Tamara et Luna, si on a le temps. 3 questions pour 4 minutes. Alors déjà, bonjour. Bonjour. Votre livre s'arrête en 1991, si je l'ai bien compris. Donc ma question c'est, est-ce que l'histoire pourrait-elle continuer ? Alors, elle s'arrête en 91 et en même temps, elle commence en 2020. En fait, il y a 2 périodes dans le livre. Il y a la période de la guerre 1975-1991, donc c'est la guerre du Liban et donc l'exil de mes parents, donc c'est les années parisiennes de mes parents pendant ces années-là. Et il y a une deuxième période, c'est celle où moi, je vais interroger mes parents. Donc le livre commence sur moi qui interroge mon père et mon père qui me remballe en me disant qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ton micro, enlève-le-moi. Et en fait, ce que je voulais raconter, c'est... oui, l'histoire continue. Enfin, dans mon livre, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire se répète, en fait. C'est que ce que j'étais en train de vivre maintenant avec mes amis et ma famille, mes parents l'ont vécu à leur époque et ils le vivent encore aujourd'hui. Donc c'était comme une histoire qui se répète, une sorte de cercle infini de tragédie qui ne s'arrête pas. Et tout à l'heure, on me posait la question de la transmission. Il y avait aussi cette transmission de l'exil. C'est un peu bizarre. Moi, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Après, je suis retourné vivre au Liban, mais je veux dire, je suis né ici. Donc c'est toujours étrange quand je me sens exilé ou étranger à ce pays-là, la France. Et en fait, je voulais aussi raconter ça. Et il y a un peu de ça dans l'histoire qui se répète et dans la transmission. C'est-à-dire que voilà, mes parents sont des exilés et ils m'ont transmis cet exil. Et finalement, 45 ans plus tard, j'écris un livre en me disant que moi aussi, je me sens exilé, alors que
en soi, c'est un peu absurde. Et alors, c'est un roman avec des images dedans, un peu aussi. Et c'est la question de Tamara, que j'aime beaucoup. Tamara, est-ce qu'elle est là? Pourquoi préférez-vous la photo que vous avez fait imprimer à la page 188 et pour la photo de couverture? Attends, j'ai pas entendu le début de la question, pardon. Pourquoi préférez-vous la photo que vous avez fait imprimer à la page 188? Qui est en fait le... Ah oui, le bandeau, ouais. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a une... Esthétiquement, c'est celle que je trouve la plus jolie des photos, la plus belle des photos. Deuxièmement, parce qu'elle raconte quelque chose. Cette photo, en fait, c'est moi et mon oncle. Alors, il y a un truc très personnel, c'est que c'est un oncle qui s'est suicidé, donc j'ai un côté très personnel à la photo. Je suis très attaché à cette photo. Et en fait, c'est moi sur la photo qui est blotti sur ses épaules. Et en fait, cette photo, c'est mes parents qui m'ont emmené la première fois au Liban. C'était la fin de la guerre en 91. Moi, j'avais 3 ans, donc j'avais encore jamais voyagé au Liban. Et donc, mes parents m'emmenaient pour ce premier voyage, une sorte de baptême, quoi, pour eux. Et en fait, dans cette photo, j'avais l'impression d'exprimer ce que je ressens encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette photo, je pleure parce que j'ai pas envie de partir loin de mes grands-parents, de mes oncles, de mes tantes. Enfin, j'ai envie de rester avec eux au Liban, en fait. C'est comme ça que je perçois cette photo. Et qu'encore aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai ce même sentiment quand je pars du Liban. J'ai l'impression qu'on m'arrache à moi, qu'on m'arrache une partie de moi-même. Et j'avais l'impression que dans cette photo, tout s'exprimait, en fait, finalement. Ce temps-là des 30 ans, la tristesse de partir du territoire... Et j'ai aimé l'idée qu'on ne voit pas les visages aussi, que cette histoire pouvait être perçue par d'autres personnes aussi à travers le dos de ces deux protagonistes. Merci beaucoup, Sabine. Il reste 20 secondes pour dire merci, au revoir. Merci à vous, c'était génial. Merci, Sabine. Bisous, Claireaude-sur-Seine. Bravo. Et bonjour, Brigitte Giraud. Et j'appelle Valentine et Maëlys du lycée Jean Zay d'Aulnay-sous-Bois pour vivre vite. Enfin, pour lire Vivre vite. Pour vivre vite aussi, on va en parler. Lecture à 2 voix. Ça fait 20 ans et je dois me résoudre à rendre les armes. Quitter la maison, c'est aussi te laisser filer. La nature qui m'entoure se changera en béton et le paysage disparaîtra, comme disparaît parfois le son de ta voix, après ce si long voyage. Après cette folle traversée où ta chute a entraîné toutes les manières de tomber, toutes les façons de se relever, toutes les façons de te retrouver. Il y a eu tant de signes, tant de coïncidences, tant de rendez-vous secrets, la vie inavouable. Il y a eu la sensation que tu te fondais en moi, que je devenais homme et femme à la fois. Il y a eu les amis qui ont construit une digue, qui m'ont aidé à repeindre la maison. Il y a eu les livres que j'ai écrits, ces mots comme des brides qu'il me fallait cimenter malgré tout. Il y a eu Théo et son inventivité, ses idées pour te ressusciter, puis pour nous sauver. Et cet anniversaire où j'ai dansé sous le regard des autres, mes 40 ans. Il y a eu les premières fois la sensation du danger qui s'éloignait, puis cette liberté inattendue, effrayante, qui me faisait courir tous les risques. Il y a eu le vertige du nouvel amour malgré le manque, le désir et le chagrin mêlés, toutes ces contradictions, la vie, comme dans un tambour de machine à laver. Merci beaucoup. Non, c'est pas fini. Oui, merci à vous quand même. Il y a eu la fidélité et la culpabilité, les grands mots. La vie double qui pulse comme une chanson des Sparks. Je dois faire les cartons une nouvelle fois, protéger tes disques, emballer des instruments de musique. Le chant des oiseaux sera recouvert par les bruits de moteurs. Toujours les carburateurs. Des bulldozers viendront raser ce qui était encore vivant. Ça fait 20 ans et ma mémoire est trouée. Il m'arrive de te perdre, je te laisse sortir de moi. Il me faut parfois me concentrer pour reconstituer tes traits. Cela, je ne l'aurais jamais imaginé. Pour accéder à tous les détails, je dois convoquer une scène très particulière pour capter ton regard. Je ne parle pas de tes yeux, dont je sais par cœur l'intensité du velours noir, mais de ton regard. Je dois me concentrer et faire ressurgir ce moment que j'avais photographié mentalement. Je me souviens que je m'étais dit à cet instant,
si jamais. Merci Maëlys et Valentine pour Vivre vite. Et on va tout de suite au lycée de Aulnay d'ailleurs rejoindre Salwa qui a une très belle question d'ouverture sur ce très beau roman sur le deuil et aussi sur la fatalité, les circonstances et les si. Salwa. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est, on dit qu'avec des scies, on pourrait mettre Paris en bouteille. Pourrait-on, avec des scies, empêcher la mort de Claude? Parce que le roman est construit d'une manière très particulière. Oui. Merci beaucoup, Salwa. Bonjour, merci pour ta question. Donc, je voulais dire au préalable, il faudrait peut-être juste préciser que le roman met en scène l'accident de mon compagnon qui s'est tué en moto il y a une vingtaine d'années. Et dans ce livre, j'essaye de mener une enquête pour comprendre ce qui n'a pas de sens et un accident pour lequel il n'y a pas eu de raison véritable. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise des scies. Moi, quand l'accident a eu lieu, donc un accident de moto dans la ville de Lyon où je vis, je me suis retrouvée avec un rapport de police qui donne très peu d'éléments, qui dit simplement, qui donne le jour, qui donne l'heure et qui donne l'angle des deux rues où l'accident s'est passé. C'est un accident, comme je disais, sans raison apparente. Et il a fallu, comme ce rapport de police ne répondait à aucune question, mais me posait au contraire tout un tas de questions, il a fallu que j'essaye de comprendre comment tout cela a été possible. Parce qu'il y a beaucoup de mystères autour des journées, des semaines et même des mois qui ont précédé l'accident. Rien ne s'est passé dans notre vie comme ça aurait pu se passer, comme ça aurait dû se passer. Et il a fallu que je reconstitue un grand puzzle, en fait, avec 22 pièces, et que je vois comment ces puzzles s'emboîtent, comment ces pièces s'emboîtent les unes avec les autres. Et chacun des petits chapitres commence par un si, ce que tu viens de nommer, et chacun des si reprend un moment de notre vie où la situation a déraillé. Comment les choses sont sorties de ce qui aurait dû se passer. Et c'est finalement un livre qui pose la question de savoir si le destin existe. Et l'écriture du livre essaye de voir si, après coup, on aurait pu aller contre le destin. On va partir à Dreux pour la question sur le passé. Mais en attendant, il y a une question de Colbert, enfin pas de Colbert, mais du lycée Colbert, qui demande pourquoi maintenant, en fait, pourquoi 20 ans après ? Alors pourquoi 20 ans après ? Parce que pour mener une enquête, il m'a fallu prendre beaucoup de temps. Ça peut vous paraître très long. Moi aussi, après coup, ça me paraît très long. Mais il fallait déjà que je me sente beaucoup mieux, que j'ai retrouvé ma pleine énergie, même si entre-temps j'ai écrit et publié d'autres livres. Et puis, il fallait que je mène une enquête à la fois assez intime, assez personnelle, sur ce qui concerne la famille, sur ce qui concerne les amis, sur ce qui concerne la façon dont on circule dans une ville, mais une enquête beaucoup plus sociologique, on va dire, et même politique, que j'essaye de comprendre, par exemple, pourquoi cette moto sur laquelle Claude roulait ce jour-là, c'était une 900 CBR Honda Fireblade, pourquoi cette moto fabriquée au Japon était interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse et réservée à l'exportation. Donc là, il a fallu que je mène une enquête assez large sur le Japon, sur la firme Honda, sur l'ingénieur Tadao Baba, quelqu'un de génial qui a fabriqué ce moteur. Et toutes ces enquêtes menées, intimes et collectives, m'ont pris quasiment, plus de 10 ans. Est-ce qu'on a trouvé la question à Dreux, la question sur le passé ? Parce que j'ai pas le prénom, mais c'est une belle question. Ah bah c'est toi. Oui, c'est moi. L'écriture permet-elle de contrôler ce qu'on n'a pas contrôlé dans le passé ? Bim. Merci pour cette question qui est une très belle question et qui est au cœur du roman.
parce que c'est exactement ça. Je me suis rendu compte après coup que finalement écrire ce roman autobiographique m'a peut-être permis de donner à l'histoire une autre façon de se terminer, c'est-à-dire d'aller à rebours du destin, d'aller contre le destin. C'est typiquement ça, c'est-à-dire un accident. Vous savez, le mot accident vient, l'étymologie, ça veut dire qui tombe par hasard. Là, c'est l'histoire d'un homme qui tombe à moto. Et le mot hasard, c'est un mot qui vient de l'arabe. Dans certains pays arabes, le hasard, c'est un jeu de dés. Donc là, c'est très compliqué quand on est face au hasard, face au mektoub aussi. Le mektoub, c'est aussi un mot arabe qui dit ce qui était écrit. Donc là, moi, j'essaye de naviguer entre tout ça. Et en effet, avec des scènes du quotidien que je questionne. Pourquoi, ce jour-là, Claude a-t-il pris une moto qui n'était pas la sienne? Pourquoi j'ai voulu absolument acheter cette maison alors que cette maison n'était pas à vendre? Pourquoi? Avec des si, comme je le disais. Et là, en effet, j'essaye de contrôler après coup ce qui a été un démarrage incontrôlé. Donc c'est exactement ce mot, contrôle, qui est important. Merci. Et on rejoint Corentin au lycée Saint-Thomas d'Aquin. La question sur le fils, dure question. Et ensuite, je le dis tout de suite, nous irons voir Romain au lycée Baudelaire pour faciliter le travail de Sarah et Emma. Mais tout de suite, c'est donc Corentin au lycée Saint-Thomas d'Aquin. Il est là? Allô. Qu'a pensé votre fils de l'écriture d'un livre sur votre deuil de son père des années plus tard? Donc là, c'est la question que pense mon fils du livre. Alors, c'est très intime et ici, on est entre nous et je pense que c'est pas filmé et que ça ne sort pas de ce cadre intime. Mon fils, pour l'instant, il a 30 ans maintenant. Il avait 8 ans à ce moment-là. Il n'a pas lu le livre pour plein de raisons. Peut-être qu'il le lira dans quelques temps. On en a parlé ensemble. Comme il figure dans le livre à certains moments, mais très rarement, je ne voulais pas l'exposer, je ne voulais pas parler pour lui, et je ne voulais pas parler... je ne voulais vraiment pas qu'il apparaisse, parce que c'est vraiment le livre d'une amoureuse, en fait. Voilà, moi, j'étais la compagne de Claude, qui est le père de notre fils. C'est ma vision à moi des choses, ce sont mes interrogations, ce sont mes questionnements, ce livre est aussi une façon d'organiser ce qu'on peut appeler une folie, même si je sais très bien que ce n'est pas de la folie, puisqu'à partir du moment où on dit folie, c'est qu'on est conscient et donc on n'est pas fou. Mais c'est vraiment quelque chose qui me concerne moi. J'en ai parlé avec lui et il m'a dit, mais l'écriture devrait être quelque chose d'une totale liberté. Il faut que tu te sentes absolument libre de faire ce que tu veux, sinon ça n'a pas de sens. Mais je ne suis pas sûre d'avoir envie de le lire. Je lui ai juste demandé est-ce que je pouvais utiliser son prénom. Est-ce que je devais mettre juste l'initiale, ou son vrai prénom, ou un autre prénom, dans un désir de le protéger. On a eu cette conversation. La question de Romain au lycée Baudelaire. Bonjour. Bonjour. Alors, croyez-vous, comme dans les tragédies grecques, à la prédestination? Merci pour cette question. De rien. Je pense qu'il y a des choses dans nos vies, en effet, qu'on ne peut pas enrayer. En même temps, ce livre qui pose en effet la question du destin et comment on a 35-40 ans, qu'on se croit immortel, unique, immortel et au cœur de l'énergie de son existence, comment tout à coup on devient un chiffre dans des statistiques, c'est une vraie question que le livre va essayer de débusquer et auquel le livre va essayer de répondre. Mais ce qu'on ne sait pas, on se pose la question uniquement quand il y a un drame qui se passe. Quand
quand il ne se passe pas de choses graves dans notre existence, on ne va pas interroger ce qu'on a vécu. Vous n'allez pas, vous êtes arrivé là aujourd'hui, moi je suis arrivée là aujourd'hui, on est là ensemble, tout s'est bien passé, et donc je ne vais pas aller interroger ce qui s'est passé hier, avant-hier et les mois qui ont précédé. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que tous les jours, j'imagine qu'on échappe au pire en permanence. C'est-à-dire que le destin va nous emmener parfois vers ce qu'on appelle une tragédie, mais la plupart du temps, il nous protège et il nous emmène vers quelque chose de beaucoup plus entre guillemets, positif. Voilà, merci pour cette question. Il y a Guillaume aussi à Saint-Thomas d'Aquin, mais je vais la poser pour lui, qui pose la question de l'efficacité. Est-ce que c'est efficace de repenser cet épisode par des questions? Ou est-ce que cette question ne vous a pas traversé l'esprit? Ce n'était pas l'objectif, j'imagine, l'efficacité, mais est-ce que finalement... C'était vraiment l'idée de mener une enquête et de mettre tout à plat, d'essayer de comprendre, par exemple, pourquoi à un moment, moi je suis à Paris, je vis à Lyon, je change la date de mon déplacement à Paris, parce qu'on a les clés de la maison à l'avance. On n'aurait pas dû avoir la maison, on n'aurait pas dû avoir les clés à l'avance, j'aurais pas dû déplacer le jour de mon aller-retour à Paris. Tout cela permet que l'accident puisse avoir lieu. Ce qui permet aussi que l'accident puisse avoir lieu, c'est que le soir, je dors à Paris chez une amie qui m'héberge et elle me raconte sa nouvelle histoire d'amour. On est en pleine conversation de copines qui se retrouvent. Je dois passer un coup de fil à Claude pour lui dire quelque chose d'important qui aurait pu éviter l'accident, qui aurait probablement évité l'accident. Je ne le fais pas et j'essaye d'expliquer dans ce petit chapitre qui doit être le 14 ou le 15, pourquoi je ne passe pas ce fameux coup de fil. C'était avant les téléphones portables. Vous n'avez pas connu cette époque. L'accident a lieu le 22 juin 1999 et ce rapport à la technologie est essentiel dans le roman. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'énergie pour passer un coup de fil et qu'à d'autres moments, on a du mal à interrompre sa conversation avec sa copine parce qu'on est on est bien dans sa soirée. Et puis, il y a aussi quelque chose qui a un lien avec le féminisme. Alors, un petit peu avant l'heure ou un petit peu après l'heure, peu importe. Mais c'était une période, la fin des années 90, donc vos parents, c'était la période où on a appelé les hommes les nouveaux pères. Toute la société voulait que les hommes deviennent des nouveaux pères, c'est-à-dire des pères qui s'occupent davantage de leurs enfants. Et je sais que dans ce coup de fil pas passé, il y a un moment, je me dis, comme ça, furtivement, mais laisse-les tranquilles, tu n'es pas là, n'interviens pas dans leur soirée. Et puis, ce côté aussi qui peut être qualifié, entre guillemets, de féministe, c'est, tu n'es pas là, tu travailles, et chacun assume sa vie. Ça pose la question du lien. Quand on est amoureux de l'autre, et quand on vit une relation de couple, quelle est cette relation de lien quand on n'est pas ensemble au même moment? Qu'est-ce qu'on fait avec le téléphone, sans le téléphone, etc. Ce livre pose plein de questions comme ça. Et ça, c'est le dispositif qui est absolument génial. Mais est-ce qu'il est efficace à la fin pour comprendre? Alors, est-ce qu'il est efficace à la fin pour comprendre? J'essaye de comprendre l'incompréhensible. Donc, il n'est pas forcément très efficace, mais il m'aide à faire des liens, à dire pourquoi moi je passe un coup de fil à ma mère pour lui dire que j'ai les clés, pourquoi ma mère téléphone à mon frère pour dire Brigitte a les clés et elle a un garage, pourquoi mon frère à ce moment-là est pile en panne de garage, pourquoi c'est sa moto, pourquoi. Voilà, donc c'est assez efficace de ce point de vue-là pour croiser toutes les questions et puis pour lever ces 2 ou 3 mystères qui font que... Mais ça, je reste avec la question, pourquoi ce jour-là... Très efficace d'un point de vue narratif, en tout cas. Merci beaucoup, Brigitte Giraud. Vivre vite, chez Flammarion. Et on passe à sa préférée de Sarah Jolien-Fardel. Bonjour. Vous avez un micro ici. Et j'appelle Chloé du lycée Charles Baudelaire de Meaux pour la lecture. Et on ira à Saint-Thomas d'Aquin pour la première question avec Raphaël. Puis
Iris. Chloé, merci. À chaque fois que je rencontrais ta mère, elle me faisait mal au cœur. Pas de la pitié. Pourtant, je n'ai rien fait. J'ai été un hypocrite, j'ai manqué à mon devoir d'ami et à celui de mon métier. Maintenant, je suis vieux, mais je suis toujours dévorée par ce manque de courage, de plus en plus. Si j'avais agi, si seulement. J'aurais dû l'encourager à partir, vous aider, elle et vous trouver un foyer ou un petit appartement, vous mettre à l'abri en ville. Et puis, j'ai fait ce que tu sais le soir que tu sais. Elle n'avait rien expliqué lorsqu'elle a appelé pour que je vienne te soigner. Elle n'a rien dit après non plus. Mais toi, oui. Et moi, j'ai fait l'autruche. Le lâche, comme tu dis. J'avais postulé à l'hôpital peu de temps avant. C'était une opportunité. Ma femme insistait pour que nous quittions le Valais. Elle voulait plus. Elle détestait habiter là et elle ne s'y faisait pas à cette vie simple. En apparence, j'ai eu une belle vie, comme on dit chez nous. Mais je n'ai jamais oublié ta mère ni ce que je n'avais pas fait pour vous. J'ai payé ton internat, les frais de ton école à Sion. C'est la seule chose qu'elle me demandait. Elle voulait désespérément te sauver de cet endroit, te donner une chance. Elle s'est arrangée avec ta maîtresse de l'époque, une de mes cousines, pour que ton père ne sache rien, qu'il pense que l'État couvrait tout. Elles ont gardé le secret, j'avais été minable, c'était la moindre des choses. Des sanglots puis des spasmes sont montés sans que je puisse les contrôler. Lui reniflait. Je pleurais sur l'amour infini de ma mère, sur ce qu'elle avait fait pour moi en silence. Désespérément me sauver. Je pleurais sur l'ingratitude que je lui avais témoignée le reste de sa vie, sur ma lâcheté à moi aussi, sur mon égoïsme. Je lui raconte le tigre, le cher ami, l'admiration qu'il m'inspirait. Il était désolé, plus que ça, ajoute-t-il. Il était meurtri, se sentait coupable. Nous l'étions inéluctablement tous les deux. Je l'ai remercié pour l'école, il a secoué la tête, c'est rien, la moindre des choses. Votre femme ne sait pas ? Non, je n'ai jamais rien dit à personne. J'ai encore une question, pourquoi me parler maintenant ? Il a réfléchi tête basse longtemps. Mon existence est une mascarade. À mon âge, je peux tirer un bilan, et puis mon arrogance est bien effilochée, heureusement. J'ai une vie confortable mais creuse. Je ne suis pas malheureux, je suis triste. Cette tristesse, personne ne peut la guérir. Il dit guérir. Ni mon travail, ni mes amis, ni mes activités. Merci beaucoup, Chloé. Sarah Julien Fardel. C'est émouvant d'entendre son texte lu comme ça. Oui, c'est toujours un moment touchant, je trouve. Je rappelle que votre roman est déjà prix du roman Fnac 2022. Bravo à vous. Et on rejoint donc Raphaël au lycée Saint-Thomas d'Aquin, s'il est là. Dans le roman, d'où provient la haine du père envers sa famille ? Je m'excuse, D'où provient la haine du père envers sa famille ? Merci pour la question. En fait, c'est quelque chose que j'ai décidé de complètement d'éluder, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu focaliser l'attention sur le pourquoi de la violence du père. Moi, je suis bénévole dans un foyer pour femmes battues, donc je veux dire, je connais très bien cette problématique. Et aussi, aujourd'hui, on s'occupe de pourquoi on est violent. Enfin, c'est pas, il y a plein de raisons qui l'expliquent. En plus, comme j'ai fait un roman peu bavard, il y a plein de choses qui ne sont pas dites parce que je trouve que j'ai toujours pensé que les lecteurs étaient intelligents et se faisaient leur propre idée. Je suis journaliste, donc je fonctionne aussi comme ça dans mon métier. Et on comprend que c'est un petit peu particulier parce qu'on ne parle pas de ses parents à lui. Enfin, voilà. Mais d'où elle vient, moi, je le sais parce qu'ils ont une vie encore qui n'est pas écrite. Mais j'ai pas voulu en parler. Je vais poser la question de Aulnay. Ensuite, on partira à Dieppe rejoindre Pierrick. Mais à Aulnay, il y a Tiffaine qui demandait... Non, c'est Chanel, pardon, qui s'inquiétait pour votre grand-mère Sylvie. C'est en exergue du livre. Elle dit, sur la première page du livre, elle notait à ma grand-mère Sylvie, quel est cet hommage ? A-t-elle vécu cette histoire ? Ou bien qu'elle vous a-t-elle inspiré l'écriture de cette œuvre ? Eh bien, je suis troublée parce que c'est la première fois qu'on me pose la question. Et j'ai voilà. senti. Ouais. En fait,
Ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas mon histoire, ça je ne cesse de le répéter parce que comme l'histoire est ancrée dans le réel, tout existe, la géographie, les lieux, l'époque, donc on a tendance à penser que c'est vrai, mais ce n'est pas mon histoire. En revanche, c'est un sujet, voilà, c'est une époque, les années 70, enfin 70, non seulement en Suisse, mais en Valais, dans un canton très à droite, en montagne, où les femmes n'avaient pas droit à la parole. Le droit de vote a été l'année de ma naissance, donc très, très vieux, 1971. Et moi, j'ai été, tout de suite, je comprenais les choses et j'ai été révoltée par ce que devaient subir les femmes et les enfants. Donc j'étais absolument jamais d'accord. Voilà. Et autour de moi, il y avait la violence des lieux, des profs. Enfin, moi, j'ai vécu des années, j'ai pas non plus 80 ans, mais où on était battus à l'école. Et si on n'était pas les bons enfants, qui n'étions pas assez riches, alors on se faisait encore plus taper que les autres. Et ma grand-mère, pour revenir à la question, effectivement, m'a beaucoup inspiré je m'excuse, je suis un petit peu émue. Le personnage de Claire, ce n'est pas directement sa vie, mais effectivement, Claire est vraiment le portrait de ma grand-mère. Il y avait beaucoup de questions aussi sur l'idée que ce soit autobiographique ou non, mais donc on comprend que tout est un peu morcelé, quoi, et en mosaïque de vie perçue ici et là. Voilà, alors un peu comme une éponge quand on est enfant, et j'ai assisté à des scènes assez violentes autour de nous, et en plus, ce que j'ai pas dit, peut-être qu'il existe dans les villes, je sais pas d'où vous venez, mais il y avait le fait que tout le monde savait, tout le monde se taisait, et il y avait en plus les commérages, donc ça ajoutait quand même beaucoup de poids. On rejoint Pierrick à Dieppe sur la question des prénoms. Parce qu'il avait 3 questions, Pierrick. Oui. C'est celle des prénoms que j'aime bien. Enfin, j'aime bien les autres aussi, mais celle-ci, elle me fait avancer. Bonjour. Alors la question c'était, est-ce que les prénoms choisis pour les personnages avaient une signification particulière ou... Non, pas du tout. C'est vraiment, j'ai surtout pas voulu de prénoms de personnes que je connaissais pour pas faire de mauvaises associations, mais non, c'est des inspirations qui viennent je sais pas d'où. Mais j'imagine que vous prenez en compte leur âge, tout un tas de facteurs quand même, non ? Oui, alors moi je prends pas de notes comme ça. Ce que je disais, ils ont une vie parallèle puisque le roman est assez sec. Enfin, il y a peu de renseignements. Il n'est pas bavard comme je dis, mais effectivement, pour moi, ils existent pour de vrai, évidemment. Ils ont fait plein de choses, surtout Jeanne, qui a beaucoup de tempérament, elle en a fait qu'à sa tête. Parce qu'en fait, elle était plus complète, la question de Pierrick, c'était s'il s'agit d'un roman fictif et non autobiographique, pourquoi avoir choisi ces prénoms pour les personnages principaux ont-ils une signification ? Mais ça veut dire que si ça avait été autobiographique, vous auriez été obligé de changer les noms. Là, c'était intéressant, je trouve, de se poser la question du choix des prénoms et des noms et des patronymes en général pour les écrivains. Moi, c'est une question qui me passionne. Mais surtout, une fois qu'on sait que c'est pas tout à fait autobiographique. Non, mais c'est même pas tout à fait autobiographique. Que ça a été pris ici et là dans différentes vies. En fait, moi, j'ai toujours voulu écrire sur ce thème. J'ai pas fini d'écrire sur ce thème. Si j'arrive à réécrire, c'est vraiment... Il y a le sujet de la violence intrafamiliale que je connais bien, mais la violence en général dans la société, et aussi des gens qui n'y arrivent pas. En fait, pour moi, ça compte autant, en fait... parce qu'on est là, on doit être la meilleure version de soi-même et tout. Ben voilà, il y a des gens qui n'arrivent pas et ça m'interroge beaucoup. Mais parce qu'il y avait beaucoup de questions aussi sur, que je pose pas du coup, mais sur le courage de raconter cette histoire-là, parce qu'ils pensent que c'est vous qui l'avez vécu. Est-ce que c'était aussi ça votre idée, de ne pas de rester dans une forme justement dans le roman pur, c'est-à-dire ne pas expliquer à chaque fois d'où ça vient, cette histoire-là en particulier. Oui, moi je pense que la littérature peut avoir autant de force qu'un témoignage. Après, il suffit... C'est vrai que moi, souvent, on me dit... Moi, je n'ai pas du tout été une enfant battue, mais j'ai été une enfant qui avait peur. Et je suis une adulte qui a peur, et parce que je suis beaucoup plus vieille que tout le monde ici, à peu près. Et en fait, j'ai toujours voulu écrire là-dessus. Après, la vie passe, on a des enfants, on a un boulot, il y a plein de choses. Et en vieillissant...
Et en fait, ces choses-là, notamment la peur, en fait, c'est quelque chose qui passe pas. Et plus je vieillis, plus ces histoires-là de l'enfance sont super importantes. Mais je pense qu'on peut le faire de manière romanesque. Enfin, je suis même convaincue. On retrouve Chloé au lycée Baudelaire de Meaux pour sa question. Ma question c'était, peut-on parvenir à l'âge adulte et guérir des blessures liées à son enfance ? Merci aussi pour ta lecture. Je ne sais pas si on guérit. Il y a peut-être des gens, oui, qui parviennent, mais moi, je pense qu'on peut pas Enfin, qu'il y a des choses qui restent en nous malgré nous. En fait, là, Jeanne a voulu fuir en changeant de paysage, en nageant. Elle a eu plein de mains tendues et je pense qu'on en a tous dans notre vie. Il faut savoir les saisir, mais en fait, c'était plus fort qu'elle. Mais oui, je pense qu'on peut guérir, mais tout le monde n'y arrive pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'interroge, comme par exemple, j'essaye de ne pas juger, je ne juge pas, même si j'avoue, parfois, quand certaines femmes reviennent pour la 6e fois au foyer, j'ai juste envie de leur dire, mais sérieux, quoi. Mais ben non, elle n'arrive pas, donc voilà, des gens n'arrivent pas. Bah justement, j'ai une question de Mehdi aussi au lycée Baudelaire, et c'est aussi une question très pragmatique. C'est très intéressant, il vous pose beaucoup de questions de spécialistes, quoi. Ah oui, qu'est-ce que voir ? Alors, pourquoi la mère de Jeanne n'est-elle jamais parvenue à rompre ses liens avec son mari ? Oui, merci pour cette question. Alors après, il faut revenir au contexte des années 70. Enfin voilà, j'ai peut-être fait, c'est mon premier roman, hein, donc j'ai peut-être fait l'erreur de premier roman, c'est-à-dire de parler d'une époque que je connais bien. Enfin l'erreur, je voulais parler de ce sujet et de ces lieux. Et en fait, il faut bien s'imaginer. Alors là, c'est peut-être plutôt de l'âge de vos grands-parents, voire plus. Moi, ma grand-mère votait ce que le journal lui disait de voter, ou son mari, à partir du moment où elle a pu voter. Donc les femmes de cette époque-là, qui n'avaient pas de formation, en Suisse, les femmes, c'est très différent de la France. Il y a certains lieux, encore maintenant, où quand on a des enfants, c'est mieux de ne pas travailler quand même. Donc, du coup, elle ne savait pas, sans argent, sans travail, elle ne voyait pas ce qu'elle pouvait faire, quoi. Je suis d'accord qu'elle est assez silencieuse, mais elle aimait profondément ses filles. On saura même plus tard ce qu'elle a fait pour elle. Et on rejoint Joël au lycée des Lilas. Très belle question. Est-ce qu'on trouve Joël? Oui. C'est qu'on a les projos dans les yeux, nous on voit moins bien. Merci Joël, bonjour. Très très intéressante la question. Ah, on n'entend pas. Alex? Je la pose pour toi sinon. Ah, vas-y, retente. Bon. Pourquoi avoir choisi le titre « Sa préférée » qui renvoie en fait directement à la figure du père, alors qu'ensuite il y a le « je » plus personnel et qui renvoie à plutôt la victime. Bon, sa préférée, on sait ce que ça... Enfin, ceux qui ont lu le livre, on sait ce que ça veut dire. Donc, que sa sœur, Emma, était la préférée du père. Mais en même temps, Jeanne, en fait, je ne sais pas si on le sent au moment où sa sœur fait cet aveu assez terrible lors d'une soirée, que en fait elle était un peu jalouse parce que malgré tout, même avec un père aussi terrible, on l'aime.
Et on aimerait beaucoup être la préférée, même si dans ce cas-là, effectivement. Et puis après, il y a la fin où le changer de déterminant, elle serait appropriée, mais tout tourne autour du père, en fait. De toute façon, toute leur vie a tourné autour du père, donc le ça, il est consciemment choisi. Dernière question de Tiffaine au lycée d'Aulnay que je vous pose. Avez-vous la recette du cougenaze? Et alors, j'ai cherché moi aussi, et en fait, on tombe que sur des extraits de votre livre. Ah, excellent. Alors, bon, le cougenaze, en fait, moi, j'arrive pas à la faire. Et puis, les recettes varient à 10 km. Il y a des trucs en plus. Enfin, voilà, oui, j'ai la recette, mais ça aura jamais le goût de celui de ma mère ou de ma grand-mère, quoi. Vous nous la donnez rapidement? C'est des pommes de terre avec des poireaux qu'on fait fondre, mais qui n'a rien à voir avec le papet vaudois, à qui on rajoute de la crème. Donc voilà, c'est un truc très simple parce que voilà, c'était dans les villages et voilà, je ne mange que celui de ma mère, je ne sais pas le cuisiner moi. Sarah Jolien-Fardel, merci beaucoup. Sa préférée chez Sabine Vespizer, prix Roman Fnac. Merci. Ah! Alors là, Une somme humaine chez Rivage de Mackenzie Orsel, dit laïcien. Ça va, Mackenzie? Ouais, ça va, et toi? Ouais, je suis content de te voir. J'appelle pour lire Une somme humaine. Qui lit Une somme humaine? Hop. Pas facile. C'est Chloé. Encore? Bah dis donc. Merci Chloé. Ah non, c'est pas la même. Saint-Thomas d'Aquin. Merci Chloé. C'est bon, oui. Et après, on rejoindra Sèvres, le lycée Jean-Pierre Vernant. Mélissa pour l'histoire. Pardon, merci Chloé. C'est quoi un pays? Continua Orsel comme en aparté. C'est son corps à soi, son sang, son enfance, ses souvenirs, ses rues, l'odeur du café dans le petit matin clair, l'odeur de la terre battue. C'est son bétail, ses animaux domestiques, le travail des champs, les oiseaux, leurs chants qu'on entend dès l'aube. Ce sont les jeunes gens qui sèment et nourrissent des projets. La rivière où on va battre son linge, ce sont les camions sur les routes transportant des marchandises d'une ville à l'autre. Un pays, son pays. C'est son père et sa mère qui se prennent par la main. C'est la seule musique qu'on connaît, qui nous chuchote encore dans la tête, persiste malgré les distances et le mauvais temps. Et quand toutes les autres musiques s'éloignent, nous échappent, c'est un grand nous, un pays qu'il faut prendre le temps de rêver, nommer. Un enfant qui nous tend ses bras dans un besoin absolu de tendresse, de grandir pour construire un pays, l'habiter. Il faut se brûler à sa flamme, se remplir de ses souffles les plus mystérieux. Mais surtout, il faut l'aimer, ensemble, beaucoup l'aimer, et être prêt à recommencer. Qu'un corps commun soit irréalisable doit être une raison de plus pour le construire et l'habiter. Un pays qui souffre, se meurt, c'est un pays dont les populations ne l'aiment pas suffisamment pour reconnaître ses richesses. C'est la surface figée de la mer sur ses profondeurs infinies et peuplées. C'est un pays qui se laisse vivre au jour le jour, qui compte sur les animaux sauvages qui le dévorent pour l'aider à se relever. C'est un pays qui a perdu la mémoire, un pays, son pays. C'est plus grand que soi, que nous tous, que le monde entier. Un pays, c'est un éternel chantier qui réclame toujours plus de bras, perspicaces et conséquents. C'est un projet commun, une route commune. C'est fou, un pays, et je le sais, jamais je n'oublierai la terre où se reposent mes ancêtres, ce que j'ai été, ce que je suis en fait. Pourquoi il n'a pas su se protéger, mon pays, s'en donner les moyens, se battre, résister? Quel pays se laisse vider de son sang, de sa terre, de sa mère, de son souffle, de ses enfants, de son avenir, de tout ce qu'il faut pour être debout, avancer, grandir? Quel pays se contente d'être une tombe, un cadavre dans la tombe qu'il a creusé? Oui, une tombe remplie de nous, de tout pays.
où les morts ont la tête ailleurs, à l'opposé du soleil qui pleure sur les charniers, des enfants soldats, des femmes et des hommes brûlés vifs ou enterrés vivants, à l'opposé de la vie. Merci beaucoup Chloé. Une somme humaine. Mackenzie Orsel, c'est pas facile à lire. Merci, c'était parfait. Et donc on rejoint Mélissa à Sèvres. Mackenzie, c'est émouvant d'entendre son... Je suis très ému, hein. Très belle lecture. Merci beaucoup. Surtout que c'est une voix de femme, alors que toi, tu l'as écrit avec une voix... Qu'est-ce que tu avais comme voix dans la tête quand tu l'as écrit? Disons que depuis quelque temps, j'écris avec la voix de ma mère dans ma tête, parce que c'est quelqu'un qui m'a raconté beaucoup d'histoires. Je pense que quelque part, c'est elle qui m'a initié au roman. Et alors qu'elle ne savait pas lire, mais elle aimait raconter et des histoires. Et puis j'ai fini par me dire que je suis plus à l'aise dans la voix d'une femme. Quand j'écris, bon, j'ai déjà travaillé sur beaucoup de personnages hommes, mais c'est vrai que quand je raconte à partir de la voix d'une femme, j'ai l'impression de pouvoir atteindre une forme de justesse verbale. Et donc, le premier volet de mon roman, L'ombre animale, c'est une femme qui raconte, depuis le lieu de la mort, une très vieille femme, et Une somme humaine, qui est dans le versant français de cette trilogie. C'est encore une femme qui raconte une sorte de rencontre entre la grande histoire et une petite histoire individuelle. Et quand les deux se croisent, ça donne des trucs comme ça. On rejoint Mélissa tout de suite, mais juste, effectivement, il faut préciser que la plupart des romans, ça se passe en Haïti, ou alors c'est sur les... Je me rappelle de Maître Minuit qui était exceptionnel, avec beaucoup de références au vaudou, etc. Et là, c'est beaucoup plus ancré en France. Et pourquoi? Par quelle démarche? Ouais, tout simplement l'envie de partir, quoi, de faire voyager mon imaginaire. Hein. Et L'ombre animale ancrée en Haïti, et Une somme humaine en France, et le troisième volet sans doute aux États-Unis. C'est-à-dire j'avais besoin de tracer ce triangle d'Haïti aux États-Unis en passant par la France, parce que je crois que c'est la base même, c'est le socle même de mon imaginaire, ce triangle. Haïti, ancienne colonie française, et Haïti, ancien pays occupé par les États-Unis. Et donc, du coup, je pense que quelque part, j'ai besoin de questionner ce triangle, et aussi de camper les trois histoires. L'histoire d'Haïti, l'histoire de la France, parce que l'histoire sociale, politique de la France traverse ce livre, et aussi l'histoire des États-Unis, et essayer de comprendre quelque chose à partir de trois générations de femmes, une vieille femme haïtienne, une jeune femme française et une jeune adolescente africaine-américaine aux États-Unis. Voilà. Mélissa, donc, au lycée de Sèvres. Bonjour. Bonjour. Alors, dès le début de ce roman, un Mackenzie Orsel est cité dans votre livre. Et est-ce vous? Et ce roman est-il donc la biographie d'une femme que vous avez connue? Il y a Mackenzie et il y a Orsel. Ah non, on commence pas par du quoi? tout. J'ai tout inventé. Alors, on parle de la femme ou on parle de la femme d'abord? De la femme. Alors, moi, j'ai tout inventé. J'ai inventé cette femme et j'ai écrit son autobiographie. J'aime bien me projeter dans l'autre avec cette question, qu'est-ce qui pourrait m'apprendre sur moi-même? Moi, je connais ma vision du monde. Enfin, j'ai plus ou moins une idée de ma vision du monde, de qui je suis, d'où je viens, où je veux aller, où je suis aujourd'hui. Et je pense que littéralement, je ne suis pas très intéressant. Et donc, moi, j'aime bien me projeter dans le corps, dans la psychologie, dans l'histoire de quelqu'un d'autre et raconter. Parce que c'est un défi et moi, j'aime bien marcher sur le fil. C'est un défi de parler de ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, la France, ce n'est pas mon pays d'origine. Je suis né en Haïti. Et j'arrive ici, je vis ici et je décide de raconter cette histoire, c'est-à-dire l'inconnu. Et planter le décor d'un roman dans l'inconnu. Et c'est très excitant. Et alors, on va passer à Zoé ensuite, à Dieppe, avec une question qui m'intéresse beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Mais pourquoi aussi ces personnages de Mackenzie et Orsel? Là, c'est carrément schizophrénique, quoi. Oui, non. Oui, enfin, il y a plein de personnages qui traversent ce roman. Si on prend tout dans son ensemble, on voit que c'est une femme narratrice qui a grandi dans une très grande solitude. Elle a évolué comme une ombre dans ce village
pré-cartésien, isolé, loin de Paris. Et à un moment donné, elle va quitter, abandonner ce village, cette famille, pour plein de raisons que vous allez découvrir dans le livre. Et elle arrive à Paris, c'est le bouillonnement, c'est la modernité dans toute sa splendeur et tout. Mais on a l'impression que cette femme, surtout cette adolescente dans ce village, qu'elle avait besoin d'inventer des figures. Vous savez, quand on grandit seul, on a besoin de savoir qu'on n'est pas vraiment seul, qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui nous aime et tout. Et il y a la grand-mère qui n'a pas de nom. Mais même, je me pose encore la question, je me demande si elle n'a pas inventé la grand-mère. Il y a 3 T-O-I, qui est une invitation à la fois au lecteur, mais aussi une sorte de figure fantomatique comme ça qui traverse le roman et qui adore, qui aime ma narratrice. On a l'impression qu'elle l'a inventé et pour se dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour moi, qui m'aime. Alors, tout le roman, tout l'esprit du roman, l'univers du roman, c'est une sorte de choc, de rencontre entre des réalités contraires, des extrêmes, et une sorte de souffle dichotomique qui traverse la vie et la mort. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de me séparer, de me couper en deux. Et Mackenzie, qui est l'amant manipulateur, il est blanc. Et Orcel, qui est un jeune Malien qui est arrivé à Clichy-sous-Bois avec ses 2 frères, et on va découvrir toute leur histoire. Mais ils n'ont absolument rien à voir avec moi. C'est juste que j'avais besoin de ne pas juste me contenter de créer un univers, mais de participer à tout ça, en réutilisant mon prénom et mon nom de famille. Mais ces personnages n'ont absolument rien à voir avec moi. Puis vous aimez bien que le lecteur se pose des questions impossibles. C'est pour ça que je voulais que Zoé pose sa question à Dieppe, parce qu'une fois, je t'ai posé la question, il y a longtemps, pour un autre livre, où il n'y avait pas de ponctuation, et j'ai jamais eu de réponse. Zoé, t'es obligée de répondre. Pourquoi écrire sans utiliser tous les signes de ponctuation ? Parce qu'il n'y a pas de majuscule, par exemple. Non, mais la réponse est très simple, parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une voix qui nous parle depuis le lieu de la mort. Et j'ai beaucoup travaillé sur la question, j'ai lu, je me suis plongé et dans cette histoire de la mort. C'est quoi en fait? On ne sait pas ce que c'est. Et nous, les vivants, on ne sait pas parler de la mort. C'est l'inconnu, c'est là-bas, c'est l'au-delà. On ne sait pas ce que c'est. On est enfermé dans cette parenthèse. Cette parenthèse, on nous dit qu'il y a le passé, le présent, le futur. On nous dit qu'il y a... on parle de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On parle des 3 dimensions du temps, le présent, le passé, le futur. On est enfermé dans cette parenthèse et que moi, en tant que créateur, j'avais besoin d'exploser. Donc, en plantant le décor de mon livre Depuis le lieu de la mort, c'est-à-dire depuis ce qu'on pourrait appeler le néant, même si ça n'existe pas, parce qu'on ne peut pas créer à partir du néant. Et je me suis dit que peut-être la mort, c'est comme la vie, c'est un souffle qui continue, tout simplement. Et j'avais besoin quelque part de créer cet univers cyclique, c'est-à-dire le point, c'est chiant. On dit point final, et ça s'arrête là. Après, on reprend la phrase. Mais avec des virgules, ça fait une ambiance de souffle comme ça, qui continue et qui nous emporte. Je me dis que pour parler de la vie et de la mort, c'est peut-être le paysage textuel le plus intéressant. Voilà. Parce qu'un texte, quand on regarde un livre, quand on ouvre un livre, la première chose qu'on voit avant même de commencer à lire, c'est un paysage. Le texte, c'est une image, il y a une image. Et donc, du coup, j'avais besoin de créer ce souffle-là et mettre des points, des paragraphes, des majuscules et tout. Non, ça l'aurait pas fait. Ah bah merci. De rien. Mais juste, je voulais savoir aussi, parce que ça participe du même mouvement, mais bon, on se connaît un petit peu, et je sais que t'es un mec vraiment très cool, comme ça, très, très posé, très cérébral, très, très marrant aussi, évidemment, mais très cool, quoi. Mais quand on te lit, notamment à cause de ces effets-là aussi, mais aussi à cause du contenu et parfois des pics comme ça, des effets, il y a une forme de folie, quoi.
Quand tu écris, et il y a un passage du livre, alors c'est Mackenzie, donc c'est pas forcément toi, mais où on voit, il y a un passage où tu écris, enfin où Mackenzie écrit, et il est complètement détaché du monde. Est-ce que tu peux nous décrire ta position quand tu écris, et est-ce que tu sais où tu es, est-ce que tu te relèves, ou est-ce que tu es vraiment connecté au monde et il faut arrêter de... C'est très difficile à expliquer. Moi, je pense que quelque part, le processus de création, je sais pas, c'est un processus aussi qui nous... qui nous conduit vers une forme de folie, une forme de transe. Jusqu'à présent, j'arrive toujours pas à m'expliquer, à mettre des mots sur ce lieu auquel j'accède quand j'écris. Je mets 1 heure, 2 heures à émerger, quoi. C'est très compliqué. Moi, je travaille beaucoup sur la langue. J'ai toujours aimé les écrivains qui partent comme ça dans des délires, des espaces romanesques immenses, Ulysse, James Joyce, des trucs comme ça, des tripes. Et puis moi, je suis un lecteur de Garcia Marquez, de tout ce mouvement de réalisme merveilleux. Et quand on met la vie en présence de la mort, enfin des réalités, des extrêmes, et c'est pas évident. Donc il faut trouver la langue, il faut trouver les voix, il faut trouver les situations. Et moi, quand j'écris, je ne sais pas si je suis là. Une question d'Eliott au lycée Baudelaire. Question impossible, mais on la pose quand même. Alors, qu'auriez-vous fait si vous y étiez à sa place? À la place de ma narratrice? Du personnage? À la place de la mon narratrice, personnage. ouais. Ouais, c'est une femme. Bon, Oui, voilà. Et à sa place, non, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie d'être à sa place. Je sais pas. C'est une femme qui m'a appris beaucoup de choses sur la vie et sur les hommes et sur les femmes, sur les rapports sociaux, les grandes décisions politiques, comment la grande histoire, comment la petite histoire individuelle est inhérente à la grande histoire et comment les décisions politiques, les décisions sociales politiques écrasent l'individu et écrasent l'humain. Et je pense qu'elle m'a appris beaucoup de choses. C'est un voyage qu'on a fait ensemble. Et moi, je ne campe pas un personnage. Ça part d'une rencontre. À partir du moment où la rencontre est là, je sais comment il parle, je sais comment il pense, je sais plus ou moins où il veut aller. Et je l'accompagne, je mets tout ce que je suis, tout ce que je ne suis pas et dans ce personnage afin qu'il puisse exister vraiment. Donc je pense que quelque part, elle est moi, je suis elle, mais en même temps, je me dis que j'ai pas eu sa vie et elle doit continuer à exister pour vous, les lectrices et les lecteurs. Donc, je pense que vous pouvez m'oublier et vous intéresser à elle. Je pense que c'est le plus important. Moi, je suis périssable, hein, comme tout le monde ici, et elle doit continuer. Et donc, pour qu'elle puisse continuer, j'ai mis le maximum en elle. C'est-à-dire, moi, un livre, moi, le plus important pour moi, c'est le temps en tant que juge. Parfois, on fait un livre, il y a beaucoup de presse, il y a des prix, il y a des gens qui disent « Ah, Mackenzie, c'est très bien et tout », mais... Et moi, je sais que le grand adversaire, c'est le temps, le juge. C'est-à-dire que si j'écris un roman aujourd'hui et ça marche ou ça ne marche pas, et c'est pas grave, mais dans 50 ans, dans 100 ans, est-ce que ce roman va continuer à être un roman, à occuper une place, à parler aux gens? Et en fait, c'est plus ça. Donc, du coup, je pense que dans cette femme, je pense que cette femme a assez de force pour affronter justement les fracas du temps. Une question au niveau de Dreux. L'écriture est-elle l'enregistrement de toutes les voix qui nous parlent? Est-ce que des voix te parlent? Est-ce que tu ne fais qu'enregistrer ces voix? J'ai des voix dans ma tête. Est-ce que tu ne fais qu'enregistrer? Oui, je pense qu'on est habité par plein de choses. Hein. Les lectures qu'on a, les auteurs qu'on a lus, les voyages qu'on a faits, et puis son enfance. Et ça, c'est le maître mot. Et son enfance, ses vécus, ses rencontres, ses rêves, ses angoisses, ses peurs. Et je pense que quand on parle de littérature,
Et tout ça, c'est des voix, quoi. C'est des voix, la voix de nos peurs, la voix de nos angoisses. Et ce qui est, pour moi, le plus intéressant dans cette affaire de littérature, c'est que la démarche même, c'est comme un récipient qu'on remplit d'un côté et qui se désemplit de l'autre. C'est-à-dire, quand on pense... Alors, moi, quand j'ai écrit mon premier roman, voilà, j'étais tranquille, je me suis dit, bon, j'ai tout dit, tout va bien, là, voilà, je m'arrête là. Enfin, non. Et ça continue, on remplit un vide infini. Infini, donc la peur, les voix qui nous habitent, elles sont infinies et elles sont, parce qu'elles justement elles sont insaisissables. Et quand j'écris, j'essaye aussi d'essayer de, quand j'ai réussi à saisir, à capter une voix, j'essaye de la cerner de façon géométrale, c'est-à-dire de considérer tous les aspects de l'épuiser. Voilà. Et ça donne une somme humaine. Mackenzie Orsel, merci beaucoup et merci à tous.